En décembre dernier, deux de mes amis et moi-même, nous avons participé à un événement, une Game Jam, et elle s'appelle la Ludundari. Je vais, avec cette présentation, vous parler un peu de ce que c'est qu'une Game Jam, et surtout, je vais vous parler aussi des outils de conceptualisation que l'on a utilisés lors de cette Game Jam pour construire notre jeu. L'intérêt, c'est que ces outils-là sont des outils qui sont utilisés encore à l'heure actuelle à Concerto par les agilistes et les designers. Donc rapidement, un petit plan, faire une définition des contextes, faire un déroulement de l'événement pour vous présenter en détail un peu comment fonctionne, comment ça se passe lors d'une game jam. On attaquera ensuite le gros œuvre en parlant de la conceptualisation du projet. Je montrerai ensuite le projet réalisé, on fera un bilan, et après une petite aparté sur les game jams et ce que l'on peut en faire. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une game jam? Petite question, est-ce que parmi vous, certains ont déjà participé à des game jams? Un, deux, timidement deux. Très bien. Denis. On va dire trois. D'accord, très bien. Donc, une Game Jam, c'est un événement comme il existe aussi des hackathons. C'est un challenge en fait, lors duquel on va devoir, sur un temps assez court, de 24, 48 ou 72 heures, concevoir et créer un jeu. Il peut être vidéo ou pas, ça peut être un jeu de plateau aussi, mais les plus populaires à l'heure actuelle sont les Game Jams sur les jeux vidéo. La plupart ont deux types d'événements. On a un événement qui est en solo, où on commence tout seul et on n'a absolument rien en capital de départ, c'est-à-dire qu'on n'a pas les dessins ou les sprites, on n'a pas de son, on n'a pas de framework, on fait tout à la main. Il y en a aussi où on part en équipe avec directement des ressources de base, on peut s'amener directement avec un projet presque fini si on veut, où il faut tout simplement designer une partie plus importante en fonction du thème. Parce que oui, en effet, les game jams sont toujours sur un thème qui est ou directement prodigué par les organisateurs, ou, comme on va le voir pour la Ludundare, créé et choisi par la communauté. Certaines game jams se déroulent dans les lieux physiques, c'est-à-dire qu'on réserve une salle, une école, et on se retrouve là-bas tous ensemble, ou d'autres se passent directement en ligne depuis notre PC, on peut discuter avec nos amis, et puis envoyer directement notre jeu à la fin du temps imparti. Et la Ludundare, dans tout ça, eh bien, c'est une des game jams les plus anciennes, ça fait 10 ans qu'elle tourne. Elle se tient tous les 4 mois, il y a une nouvelle édition de Ludundare. Elle a une communauté très importante parce qu'elle est exclusivement en ligne, donc il y a un forum avec une communauté très active dessus. Elle propose deux événements, un peu comme j'ai parlé, une compo et une jam. La compo est un événement qui se passe en solo et from scratch. Pardon, c'est moi. Oui. En solo et from scratch, sur 48 heures uniquement. Et l'autre événement, celui auquel nous allons participer, se fait en équipe et avec des ressources de base si on veut. Le thème est choisi au hasard par la communauté. On va voir justement comment c'est fait. Sur la Lunare, en fait, on a un tableau avec une liste des thèmes qui sont proposés par la communauté, donc c'est simplement épuré légèrement par les modérateurs au début. Chaque utilisateur ensuite a la possibilité de voter soit négativement, soit positivement, soit être neutre par rapport aux différents thèmes, et ça se passe sur 4 tours. À la fin du 4e tour, on a une liste très épurée, et à ce moment-là, c'est les organisateurs qui vont choisir parmi cette liste très épurée le thème final. Parmi ces derniers, justement, pour la Legendary 43, cette 43e édition, nous avions, vous pouvez voir des exemples de thèmes, comme on a par exemple Absorb Your Enemies, on peut tout de suite penser à du Kirby qui absorbe ses ennemis, on peut du Evolve, on a d'autres trucs intéressants comme par exemple Don't Trust the Game, ne faites pas confiance au jeu, choisissez, par exemple, ne suivez pas les indications qu'on vous donne, voilà, tout de suite on a des thèmes et on a des idées qui peuvent apparaître dans notre tête. Et ensuite, pour parler du contexte, nous étions donc 3 professionnels de l'informatique, toujours d'ailleurs, mais lors de cet événement, voilà. Moi étant développeur web, et puis mes deux amis qui étaient effectivement développeurs en IA et puis développeurs 3D. Si j'en parle, c'est aussi pour préciser qu'on a utilisé Unity, le temps de la création du projet,
Et nous étions vraiment, il y avait deux débutants, et moi-même qui était un peu plus, on va dire, qui avait plus d'expérience dans le domaine. Si je parle de notre niveau en Unity, c'est surtout pour bien montrer qu'Unity, on est parti avec pas grand-chose comme expérience, et on a réussi à faire un jeu. C'est très facile de prendre en main Unity. De transmettre l'expérience ou de l'utiliser pour la première fois, il n'y a pas trop de problème. On avait donc du graphisme et des expériences de game design aussi dans notre background. On est parti avec comme capital de départ un projet Unity que l'on avait commencé nous-mêmes chez nous. Il y a déjà des bases pour un jeu vidéo. On a un système de menu, un système de déplacement pour des plateformes en 2D, un système de vie, etc. Donc on ne partait pas de rien non plus. Maintenant, un petit rapide déroulement de l'événement. Alors, le Doomdare, c'est une game jam internationale, et évidemment, elle est organisée par les Américains. Donc l'heure de départ, c'était le samedi à 3h du mat. Évidemment très pratique, mais bon, nous, en tant qu'Européens, eh ben, on va se plier aux règles du jeu. On s'est donc retrouvés tous ensemble le vendredi soir, et pour ne pas rester complètement inactif, on a préféré faire un petit test d'échauffement, on va parler juste après. Après cet échauffement, à 3h du mat, on a reçu le thème final, enfin. On a débuté la conceptualisation, mais seulement sur 1 heure. Et après, on est allé dormir. Donc on fait 5 heures. 5 heures de repos, c'est ce que l'on va garder pour tous les autres jours. C'est vachement important. Dans une game jam, on peut se dire ça va être que des nuits blanches. Il ne faut surtout pas faire ça. On va être efficace les 24 premières heures et après, ça ne sert plus à rien. Donc il faut absolument dormir. Donc c'est réservé 5 heures de repos par jour, ça s'est très bien passé. On a voulu quand même commencer par faire un petit peu de conceptualisation avant d'aller dormir, parce que comme ça lance un peu le cerveau sur les idées, ça nous fait réfléchir pendant qu'on dort. Donc après, on reprend à 9h le samedi. Là, on se met vraiment à travailler sur la conceptualisation avancée du projet. Et puis jusqu'à 14h, on fait le développement, jusqu'à 3h le dimanche matin, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à publication du jeu, qui était à la fin de la Game Jam, c'est-à-dire à 3h du mat, le mardi suivant. On va donc attaquer le gros œuvre maintenant, c'est la conceptualisation du projet. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, on a commencé par un petit échauffement de pré-analyse, et ça va me permettre de parler du premier outil dont je voudrais vous parler. On a choisi 3 thèmes parmi la liste de thèmes qui étaient présentés en dernier round. On a choisi 2 thèmes que l'on appréciait vraiment, ou du moins on avait déjà des idées rien qu'en lisant le thème, et un thème sur lequel on n'avait absolument aucune idée. Comme ça, on était à peu près sur tous les cas de figure. En l'occurrence, c'était tout pousser, automatisation, et puis faire des connexions. Les 3 thèmes choisis. Pour cet entraînement, on a donc mis en place le système, l'outil de conceptualisation dit brainwriting. Le brainwriting, c'est une technique qui a été inventée, donc une définition qu'on trouve partout. C'est une technique de brainstorming en fait qui a été inventée par un Allemand en 1968, Bernd Hornbach, je dis là son nom. Et c'est une technique qui m'a été proposée par nos agilistes, et que nous avons donc mis en place. Un petit exemple de comment ça fonctionne. C'est très simple en fait. Tous les participants vont prendre une feuille de papier qui est A4. On va y poser des post-it. Et sur chacun des post-it, on va mettre des idées, des phrases, des expressions qui sont en rapport avec le thème. On s'accorde un temps de 5 à 10 minutes. Ce temps imparti passé, on tourne. On fait passer la feuille au voisin. Et on récupère donc la feuille de l'autre voisin. Sur cette nouvelle feuille, on a des post-it, des idées donc d'autres personnes. On va pouvoir rebondir dessus. Si on est en manque d'inspiration, on va pouvoir s'inspirer des post-it déjà présents, ou alors tout simplement rebondir, ou, encore plus simple, éviter de répéter des idées qui ont été déjà dites. Le but du jeu est de continuer jusqu'à ce que tout le monde ait au moins eu la feuille des autres voisins et avoir eu le temps de poser quelques post-it dessus. En tout, pour un exemple simple, par exemple, si on est 3 participants, à mettre ne serait-ce que 3 post-it par feuille, on arrive très rapidement à 27 idées qui sont assez différentes les unes des autres et qui nous permettent donc de faire un design avec beaucoup de liberté. 2h50. Le samedi, c'est la fin de l'échauffement, on est fébrile, on est prêt, et on réceptionne enfin le thème final. Et pour ce Doomdare là, c'est des sacrifices doivent être faits.
On s'organise donc ensuite en 3 actes. On va commencer par réutiliser l'outil de brainwriting pour le concept de sacrifice, puisque c'est ce qui ressort le plus du thème. Ensuite, avec ces thèmes et ces idées en tête, on va créer trois petites conceptualisations individuelles, dont on va retirer, et je vais parler du deuxième outil intéressant, de l'effet waouh. D'ailleurs, Benjamin en a légèrement parlé dans sa présentation. Ça, c'est bon. Commençons donc par le brainwriting. Après une épuration des 27 idées, parce que certes, on garde une partie des idées, mais on est quand même sur un format de game jam. On doit faire un jeu rapidement et donc assez simple. Donc on va l'épurer, on va en garder que 9, c'est-à-dire qu'on en a pris 3 chacun qui nous plaisaient vraiment. Et on a gardé les 18 autres de côté pour au cas où justement on manquait d'inspiration. Très difficile, évidemment, c'est tout ça. Donc les idées retenues, on avait des choix immuables, sacrifier du temps, sacrifier du temps pour protéger, tout ne se transforme pas, des choses se perdent, un petit jeu de mots sur la phrase de la papier. Donc vous voyez, on avait déjà 9 idées qui font chacune d'elles ressortir le principe et le thème de sacrifice. On a donc, après, avec ces 9 idées-là, on a voulu choisir 3 axes. Donc on a encore épuré plus nos directions. Les 3 grands axes que l'on a donc gardés, c'était sacrifice d'une capacité ou d'un élément important du jeu, parce qu'en effet, c'est ce qui définit un jeu, c'est d'avoir des compétences, et si elles sont sacrifiées, le joueur ressent l'effet de sacrifice. Des choix immuables, parce que dans un labyrinthe, si on n'a pas le temps de faire tous les chemins, et en effet, on va donc sacrifier des possibilités d'arriver jusqu'à la fin. Et l'optimisation, maximisation, parce que quand on doit optimiser les choses, souvent on va être obligé de sacrifier une partie des ressources, par exemple, ou des générations de ressources. Donc voici notre 3 grands axes. Avec ces 3 grands axes-là, on s'est donc mis chacun de notre côté avec une petite feuille, et on a essayé de créer 3 conceptualisations, 3 mini-concepts de jeu, dans lesquels on va sortir des effets waouh. Qu'est-ce qu'un effet waouh? C'est en fait un concept marketing qui est le principe de trouver ce qui va donner envie aux joueurs de jouer ou de continuer à jouer, qui va susciter la surprise et l'admiration, l'appréciation du produit lui-même. C'est un concept qui est de plus en plus utilisé à l'heure actuelle et qui a surtout vu un grand essor, on va dire, lorsque Nintendo a sorti par exemple le Nintendo 3DS avec son écran 3D. C'était l'effet waouh voulu et en effet ça a très bien marché, notamment sur moi. Passons donc au mini-concept. Un premier concept, je vais laisser rapidement sur ceci. Le premier concept est une sorte de dungeon crawler, donc des salles de donjons qu'il faut explorer, avec des salles générées aléatoirement, des dispositions de pièges différentes. À la fin de chaque salle, on a une récompense, ou c'est la fin de la partie, si on a atteint la fin du donjon. Et on doit gérer une équipe. Sauf que cette équipe, chaque membre a une compétence qui est complémentaire. Et donc c'est très important de bien construire son équipe avant le départ de la partie. Et certaines pièces ou certains pièges vont nous demander de sacrifier justement un des membres de cette équipe. Et c'est là où on va devoir faire un choix, garder celui qui résiste le plus à la magie ou celui qui a plus de force, en prenant le risque que la salle suivante, justement, il fallait quelqu'un qui résiste à la magie, par exemple. Si on n'a plus de héros, c'est la fin de la partie, le score est donc basé sur le nombre de pièces qu'on a pu visiter avant de ne plus avoir de personnes dans l'équipe. L'effet qu'on a pu ressortir sur le concept, c'était une gestion d'équipe, d'où on va sacrifier des membres. Le deuxième concept, c'était un crash d'un vaisseau dans un astéroïde, dont l'intérieur est creux et forme un labyrinthe. On a peu d'oxygène dans notre combinaison, et on doit donc retourner souvent au vaisseau, donc on doit optimiser notre consommation. On doit, à l'intérieur de cet astéroïde, récolter des ressources, et le score final est donc le nombre de ressources collectées et la quantité d'oxygène et d'énergie que l'on a pu conserver. Il faut savoir que les ressources étaient limitées, donc il fallait les ressources transportables étaient limitées, donc il fallait forcément faire des allers-retours entre les ressources et le vaisseau.
Et comme le labyrinthe était grand, on ne pouvait pas absolument tout visiter. Donc il était obligé de faire des choix, quand des choix immuables, on revient dessus, de chemin parmi le labyrinthe. Autre point important, l'énergie que l'on va utiliser pour absolument tout, c'est-à-dire creuser dans la pierre, se déplacer, c'est une énergie qui va être consommée mais qui ne sera jamais rechargée tout le long de la partie. Il n'y a aucun moyen de la recharger, donc il faut l'utiliser avec parcimonie. Et petit dernier twist, on peut améliorer la combinaison qui nous sert à nous déplacer et à récolter des ressources, mais pour pouvoir améliorer, il faut payer un tribut, il faut payer de l'espace visuel. Pour vous expliquer, un petit schéma, on a notre astronaute dans un labyrinthe, on a déjà quelques parties d'interface graphique, on voit le niveau de le niveau d'énergie. Et si on veut augmenter par exemple sa vitesse de déplacement ou la quantité de ressources transportables, eh ben, on va devoir payer de l'espace visuel, jusqu'à ce que, pour avoir une combinaison complètement améliorée, on ne voit quasiment plus rien. Voilà. C'est ce qui a d'ailleurs été retiré en tant qu'effet waouh, le sacrifice de l'espace du jeu, de l'espace visuel du jeu contre des bonus. Et le dernier petit concept, on gère une tribu qui est abritée par un arbre géant qui nous protège d'un hiver glacial qui nous tuerait assurément si on sortait de notre abri. Il faut récolter des ressources pour pouvoir continuer à survivre, pour pouvoir améliorer notre petit village arboricole. Or, l'arbre étant la seule protection contre l'hiver, et étant aussi la seule source de ressources, plus on va récolter de ressources, plus on risque d'abîmer notre abri, voire de laisser rentrer l'hiver qui nous tuerait. Il faut donc faire très attention à ce que l'on va consommer comme ressources, et bien prendre en compte évidemment que pendant l'hiver, les ressources de l'arbre ne repoussent pas. L'effet waouh retiré, c'était justement un sacrifice de l'abri pour récolter des ressources. Voilà, on a donc nos 3 mini-conceptualisations, on a nos 3 effets waouh. On va donc mettre en commun tout ce que l'on a conceptualisé jusqu'ici. On garde notre gestion d'équipe, on garde notre abri labyrinthique, pour garder les choix immuables. On va garder le principe d'abri qui nous protège d'un danger externe. Dans cet abri, il va falloir récolter des ressources. Or, ces ressources font aussi partie intégrante de l'abri, et plus on récolte de ressources, plus on va fragiliser notre abri. Et pareil, si on veut améliorer notre combinaison, pour donc augmenter nos chances de survie, on va devoir payer un tribut d'espace visuel. Donc voilà le concept final. Maintenant, je vais vous présenter ce que l'on a construit, ce qu'on a réussi à en retirer. On a appelé notre jeu LD43 de journée, avec un petit hommage à la 43e ligne d'arrêt. Voici le logo. Vous pourrez jouer si vous voulez, il est uploadé sur le site GameJolt. Vous pouvez le chercher en mettant LD43 de journée, n'oubliez pas le tiret, sinon vous ne trouverez pas. Donc voilà notre vaisseau. On a notre équipe, avec un ingénieur, un géologue et un mineur. On retrouve déjà les principes d'oxygène et d'énergie, qui sont indiqués par des jauges. On a de l'oxygène, qui fait partie du vaisseau. Et si l'on veut faire une sortie, on va devoir remplir la combinaison avec de l'oxygène du vaisseau, donc en optimisation. Pour pouvoir nous échapper de notre astéroïde, il va falloir réparer le vaisseau. Pour le réparer, il va falloir récolter la ressource que contient l'astéroïde, c'est-à-dire les cristaux. Et on va pouvoir donc utiliser l'un des 3 personnages. Et pour compléter le principe des pouvoirs, des compétences de chaque membre de l'équipe, on a décidé d'intégrer 2 types de compétences. Un type de compétence intérieure, dite intérieure, et un type de compétence dite extérieure. Ainsi, quand on prend par exemple un ingénieur, on va faire une sortie pour récolter des ressources, le géologue et le mineur vont utiliser leurs compétences à l'intérieur du vaisseau. La compétence dite intérieure, mais pas la compétence extérieure.
Par contre, le personnage avec qui on a fait la sortie, lui, utilisera sa compétence extérieure, mais pas sa compétence intérieure. Rapidement, un petit tour d'équipage. L'ingénieur, lui, par exemple, quand il est à l'intérieur du vaisseau, permet d'améliorer la combinaison. S'il n'est pas là ou s'il a été sacrifié, il ne peut plus améliorer la combinaison. Quand on l'utilise pour faire une sortie, il utilisera moins d'énergie. Le géologue, lui, donne des indices à l'astronaute qui est sorti, pour savoir plus facilement où sont les cristaux qu'il faut récolter. Et il résiste mieux à la radioactivité. Je reviendrai sur le concept de radioactivité un peu plus tard. Donc voilà, le géologue, quand il est à l'intérieur, qu'on fait une sortie, on peut voir sur le carré blanc avec marqué hors detect, c'est un endroit justement que le géologue indique en disant là il y a des cristaux, vous pouvez aller creuser à cet endroit-là. Et pour finir, le mineur lui génère des cristaux à longueur de temps, tant qu'il est dans le vaisseau. Et si on le sélectionne, eh bien, il détruit les blocs plus vite que les autres, mais ne génère plus de cristaux. Donc ici on avait encore un principe de choix, si on en prenait un, on se limitait d'une compétence intérieure, mais on gagnait une compétence extérieure. Comme j'en ai parlé un peu plus tôt, on a de l'oxygène dans le vaisseau. Le vaisseau, c'est la quantité finale d'oxygène que l'on aura tout le long de la partie. Et comme il est utilisé pour remplir les combinaisons, si on utilise trop d'oxygène pendant notre sortie de récolte, il va falloir en repomper depuis le vaisseau. Or, au bout d'un moment, s'il n'y a plus d'oxygène, évidemment, c'est la fin de la partie. Et la quantité d'oxygène consommée est calculée sur le nombre de personnes encore dans le vaisseau. On a donc la possibilité de sacrifier un personnage afin de consommer moins d'oxygène au fil du temps. Et ce qui veut dire évidemment faire une croix sur sa capacité intérieure ou extérieure. Voilà un petit exemple d'une sortie dans l'astéroïde. On reconnaît encore l'oxygène et l'énergie qui, comme dans le concept B, l'énergie ne se recharge pas du tout parce qu'il y a un moyen de la recharger. On peut plus ou moins en consommer. Évidemment, ça ne se voit pas sur l'image, mais on peut jouer avec l'inertie de l'astronaute, puisque étant dans l'espace, il suffit d'une poussée et il nous permet de traverser quasiment tout l'astéroïde, enfin du moins plus ce qu'on rencontre plus facilement. Après une récolte, on peut retourner au vaisseau et utiliser ces cristaux pour réparer le vaisseau. On peut choisir la quantité de cristaux utilisés, parce que ce sont aussi les cristaux qui vont nous permettre d'acheter des améliorations pour la combinaison. Donc une fois de plus, là on retourne sur le principe d'optimisation et de maximisation. Et évidemment, on retourne sur le système d'amélioration. À chaque fois qu'il y a une amélioration à rajouter, on perd de l'espace visuel, comme là par exemple une perceuse plus efficace ou un bouclier contre les radiations. Et maintenant, je vais parler des ajouts, parce que comme vous avez pu le voir, il y a eu quelques petits ajouts de fait depuis la conceptualisation finale. Vous comprendrez pourquoi. La radioactivité, on l'a ajoutée pour pousser le joueur à changer de personnage de temps en temps. Parce que sinon, on peut faire le jeu entier avec un seul personnage, mais ça peut déséquilibrer au final le gameplay lui-même. Donc au final, on a inventé le principe de radioactivité, c'est-à-dire que dès qu'on sort, on a beau avoir une combinaison, c'est une petite combinaison cheap, on va dire, et donc qui ne protège pas assez la radioactivité. Et au fil du temps de la sortie, on va gagner en pourcentage de radioactivité. Si on arrive à 100%, c'est la mort de l'astronaute, et donc fin de la partie, parce qu'on ne peut pas aller chercher la combinaison qui flotte tout seul dans l'astéroïde. On a rajouté par-dessus ça un brouillard de guerre. Là où je reviens sur la radioactivité, quand on retourne au vaisseau, si on laisse le personnage qui vient de prendre la radioactivité à l'abri pendant qu'on en prend un autre, son taux de radioactivité va descendre au fil du temps. Voilà. Donc sur coup, on peut le reprendre après, mais il faut d'abord en utiliser un des deux autres. On a le brouillard de guerre qu'on a rajouté, pour histoire d'accentuer un petit peu le côté labyrinthique, et puis le côté isolement aussi. Il nous a permis aussi de rendre encore plus utile la capacité du géologue, de lui présenter des endroits où il y a des récoltes, des choses à récolter. On a rajouté un petit background d'histoire aussi, où vous avez peut-être vu sur la précédente image, il y a une sorte de petits caissons, ce sont en fait une sorte de petits caissons derrière les types, en fait ce sont des colons qu'il faut amener à bon port.
Donc cela accentue comment dire, l'idée de se sacrifier pour sauver des colons. Pas seulement pour sauver sa propre peau, mais aussi celle des colons que l'on doit amener à bon port. Et pour finir, le tableau final, c'était lorsque l'on avait suffisamment réparé le vaisseau. D'ailleurs, le taux de survie est en fait le pourcentage de réparation du vaisseau, et donc un petit score aléatoire. Là, on a 80% de chance de gagner le jeu. En termes de bilan, il y avait 1750 jeux de postés, et on a terminé 321e. C'est pas si mal parce que, comme j'ai dit dans le contexte, déjà niveau Unity on était débutant, et c'est notre première game jam. Vraiment, notre première game jam, on a beau avoir bidouillé un peu par-ci par-là, on a fait jamais fait d'autre. Le Ludundare, comme j'ai dit aussi, c'est quelque chose, c'est une game jam qui est très connue, et il y a carrément des mini-studios indépendants, voire des gros studios indépendants qui y participent. Donc il y a quand même pas mal de concurrence. Donc on se félicite quand même d'avoir atteint un score pareil pour une toute première fois. En fait, il y a 1750 jeux, ce sont seulement les jeux qui ont été finis. Sinon, il y en avait 2500 en tout. Donc oui, il y en a pas mal qui n'y arrivent pas. Alors, combien de personnes tu veux dire à juger? Oui, ça paraît hallucinant d'arriver à faire un classement. Et ben en fait, le Dundare a un système que je trouve vachement intéressant, c'est que c'est participatif. Ce sont tes pairs qui vont juger ton jeu en fait. Et le principe est que plus tu vas aller noter les jeux des autres en laissant des commentaires constructifs, hein, genre c'est trop cool, note le mien, ça va pas passer. Il va falloir mettre alors j'ai bien aimé ça aurait été plus mieux, ça c'est super, voilà. Si tu fais des commentaires constructifs, on va te mettre des points en plus, et avec un certain algorithme, ton jeu va remonter sur la page d'accueil de Ludundare. Donc plus tu es actif, plus tu donnes des trucs complet, plus tu vas être noté. Pas forcément bien, mais noté. Donc sur coup, on arrive à avoir un taux qui est assez sympa. En général, le nombre là, de notes, c'est le nombre de jeux que tu allais voter, puisque les gens cliquent sur ton pseudo, vont voir ton jeu et votent en retour. Mais le principe, c'est assez intéressant. Ah oui, c'est ça qui est cool, plutôt qu'un jury qui est catégorique. Là, on a un truc, c'est voté par la communauté. Quelques commentaires justement de la communauté en elle-même. Beaucoup ont été assez étonnés, mais comment vous avez fait tout ça en 72 heures? Bon ben, on a fait comme on peut. Et puis on a donc ce qu'on peut déjà voir même dans les commentaires positifs, c'est que certaines personnes commençaient à s'attacher à l'équipe, mais ne savaient pas toujours ce que devait faire le mineur ou le géologue. Et je reviendrai sur ce point plus tard. Un petit commentaire négatif qui en gros disait que l'idée était pas trop mal, mais que en tout cas si la musique faisait partie de l'idée intégrante du thème, et ben c'était aussi une bonne idée. On n'a pas compris non plus. C'était le plus négatif. Pour le bilan, alors déjà c'est notre premier jeu entier qui est publié sur GameJolt, ça c'est super. Il a 321ème comme j'ai déjà dit. On a appliqué des techniques d'idéation qu'on utilise ici à Concerto, que j'ai appris à Concerto. On a appris évidemment plein de choses au point de vue technique aussi sur la programmation Unity, sur la conception et la gestion de projet. Et par contre, en point négatif, on pourrait voir qu'on a fait un concept qui au final est bien trop complexe. Vous avez pu voir, c'est énorme, on a fait un truc ultra complexe et les gens sont vite perdus, n'ont pas forcément retiré le principe, le thème de sacrifice dedans. Parce que, à mon avis, c'est surtout ça le gros problème, c'est qu'on a eu trop d'ajouts post-conceptualisation. Pendant le développement, on a ajouté que ce soit justement le principe de radioactivité ou de brouillard de guerre. Et ces ajouts-là nous ont finalement pollué un peu de temps, et on a manqué de temps pour faire un didacticiel propre. Parce que le seul didacticiel du jeu à l'heure actuelle, on ne va pas retravailler dessus, ce sont 10 pages de texte en mauvais anglais, sans image, où il y a juste un gros bouton skip en bas. Donc les gens faisaient 2 tableaux, mais hop, fini. Donc évidemment, dans le jeu, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Donc clairement, c'est de notre faute. On aurait dû passer beaucoup plus de temps à rendre le jeu clair et simple, et on a essayé de faire un truc bien trop complet. On reprend ces points-là dans les points à améliorer, donc c'est ça. On a eu 3 effets waouh, et on a voulu absolument les mixer et les faire ressortir tous ensemble.
ça a donné, je pense, un concept un peu fou. On aurait dû se focaliser sur un seul, et éventuellement garder les deux autres, ou les enlever complètement. Puisque c'est quand même sur 72 heures, faire un jeu, il faut vraiment quelque chose de très concret et simple et clair et concis. Et 3 effets waouh, ça fait un peu beaucoup pour ça. Il faut absolument se laisser du temps pour, comme je l'ai dit, construire des instructions de jeu et un didacticiel au moins, parce que évidemment c'est un jeu court et rapide, et avec un concept en général original. C'est pas simplement empiler des blocs. Donc évidemment, il faut pouvoir guider le joueur au moins dans ses premiers pas. Il faut éviter les ajouts post-conceptualisation qui, je pense, sont justement ce qui pousse un peu, nous a fait perdre du temps. Voilà, ainsi s'achève le bilan. Maintenant, je vais faire une petite aparté. Justement, je vous demandais qui avait déjà participé à des Game Jam. Parce qu'on en a d'autres. Il y a la Dundare que je viens de présenter. La prochaine, c'est dans très peu de temps, c'est du 26 au 29 avril. On a aussi à Nantes la Global Game Jam, qui est la plus grande Game Jam au monde et qui se passe non pas en ligne comme la Dundare, mais dans un lieu commun. En général, c'est des Polytech ou Epitech. Elle est internationale. Les prochaines dates, je ne la connais pas. Je compte un peu sur Kevin, mais on me dit c'est possible. Tu me diras. Et ensuite, on a la Game Jam des Utopiales. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent le monde des Utopiales de Nantes, ou au moins ont vu les belles affiches. Eh bien, il y a une Game Jam qui se tient pour les Utopiales au moins une semaine avant les Utopiales. Et c'est un jury qui fait partie des Utopiales qui juge le jeu le jour ou pendant les Utopiales. Donc voilà les différentes Game Jam. Il y en a encore d'autres, hein, bien sûr, mais j'ai pris on va dire, les plus connus. J'ai gardé les Dundare parce que c'est plus pratique de mise en place puisqu'elle est en ligne. Et s'ils en parlent, c'est parce que ça intéresserait des gens de faire partie d'une team de concerto Game Jammer. Si oui, me contactez. Bah justement, tu vois, on s'est pris une belle baffe. C'est voilà. Oui, carrément. Mais justement, on en a tiré tout de suite la conclusion, ça aurait été bien qu'on y pense avant. C'est notre erreur. Mais clairement, c'est sûr que il faut vraiment se limiter à un effet waouh grand max, quoi. Mais c'est surtout sur les menus, tu vois, tout ce qui était interface graphique, les jauges, etc., ça a été déjà fait avant. Mais par contre, tout ce qui est sprite 2D, ça a été fait sur place. Ça a été difficile. Ça a été assez difficile parce que au final, on s'est dit, bah, on aurait bien voulu tester justement, mais on n'avait rien de, comment dire, on n'avait pas un graphique avec un classeur pour pouvoir faire des calculs de courbes de difficulté. Donc c'était vraiment à l'instinct. On a joué plein de fois, on s'est dit, bon, alors là, il devient un peu trop fort, lui il sert à rien, on va lui augmenter un peu ceci, cela. Donc oui, il y a eu pas mal d'équilibrage, ça s'est fait au cours du temps. Alors que c'est possible que ça aurait été bien que ça soit fait directement au moment de la conceptualisation. Je crois pas que ce soit limité. Je sais qu'il y a des équipes de 7 ou de 8. Tu peux carrément faire une équipe complète, des testeurs, des graphistes, des sound designers. Bah, si j'essaie de mettre tout bout à bout, on va dire 3-4 heures. Voilà, c'est faible. C'est très faible. D'abord, il faut monter une équipe, après on verra. J'ai mis la prochaine Ludum Dare, c'est du 25 au 29. Enfin bref, en fin avril. Mais tant qu'on n'a pas encore d'équipe de formée, c'est sûr, ça va être un peu difficile, quoi. Mais clairement, dès qu'on a des équipes, ou au moins une seule, on va pouvoir essayer de voir laquelle sera la plus proche et la plus pratique aussi. Parce que bon, en ligne, ça a quand même des avantages.